Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour le premier Fond de l'Info de l'année 2024. Le format reste le même, nous continuons à décrypter l'actualité politique de la semaine avec nos chroniqueurs Paul Hellec et Mathieu Slama, essayistes et auteurs de Adieu la liberté. J'aurais aimé vous souhaiter une belle et heureuse année, mais 2024 n'annonce ni paix ni de grands changements, comme vous le constaterez à travers le sommaire de cette émission. Ainsi, peut-être une bonne nouvelle, l'ombre d'un remaniement ministériel plane au-dessus du gouvernement d'Elisabeth Borne. L'information n'a pas été rendue publique, mais plusieurs médias s'en font l'écho à quelques heures des vœux prononcés par Emmanuel Macron. Le président de la République a tenu à remercier tout particulièrement le gouvernement actuel, Elisabeth Borne, pour leur travail de ces 18 mois. Des remerciements qui sonnent comme un adieu. Reste à savoir si le chef de l'État tendra l'oreille à l'aile gauche froissée par la loi immigration ou bien s'il poursuivra le basculement à droite, voire à l'extrême droite. Une extrême droite qui continue d'être dangereusement courtisée. Vous avez été heurté, comme nous, par les propos de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui déclarait ceci le 2 janvier dernier sur CNews. Tout le monde le sait, il y a deux jeunes qui montent aujourd'hui, c'est Jordan Bardella à droite et c'est Gabriel Attal dans le gouvernement. Je sais vers qui votre cœur penche. Non, moi j'ai du respect pour les deux parce que ce sont des gens extrêmement intelligents tous les deux, très talentueux. Moi je ne suis pas sectaire. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu, je sais très bien qu'elle est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient. Regardez Madame Meloni en Italie, c'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon, voilà, donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. Nous reviendrons sur ces propos qui semblent s'inscrire dans la stratégie du rapprochement souhaité par l'idéologue Patrick Buisson entre la droite et les thèses du Front National. Puis nous conclurons ce Fond de l'Info par l'actualité internationale. Le 2 janvier dernier, Israël a frappé Beyrouth, capitale du Liban, pour la première fois depuis 2006. Au moins 6 personnes ont été tuées dans cette frappe, dont Saleh El-Harouri, un dirigeant du Hamas. Il était l'un des principaux négociateurs du dossier de la libération des otages détenus par le Hamas. Cette agression militaire sur le sol d'un pays non belligérant fait craindre une escalade mondiale. Israël cherche-t-il à faire de la région une zone de guerre? La question se pose avec une acuité particulière depuis la double explosion qui a fait plus de 84 morts hier en Iran, près de la tombe du général Soleimani, assassiné par les États-Unis il y a 4 ans. C'est le moment d'accueillir mes deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé les vœux présidentiels à la télévision dimanche 31 décembre dernier ? Bah oui, moi j'étais obligé parce que j'intervenais le lendemain à la télévision pour les commenter, donc mais c'était pas un grand plaisir. Hein, mais, voilà. Et toi, Paul? Moi non, d'habitude le média me fait commenter régulièrement les vidéos de Macron et là comme on l'a pas demandé, je l'ai pas regardé. D'accord, donc tu n'as pas fait partie des 9,15 millions de téléspectateurs. Hein, c'est quand même un certain score. Hein. Le président de la République a tenu à remercier tout particulièrement le gouvernement actuel, Elisabeth Borne, pour le travail de ces 18 mois. Des remerciements qui sonnent comme un adieu. Est-ce que ça serait un bon choix stratégique selon vous et qui pour remplacer Elisabeth Borne? Mathieu. Bon, je commence. Oui, parce que vous avez regardé les vœux. Voilà, j'ai regardé ces vœux qui étaient passionnants. Non, enfin, c'est pas vrai évidemment puisque les vœux sont jamais intéressants. Et là, c'était encore moins intéressant que d'habitude, avec même des phrases parfois. On avait l'impression que c'était presque une provocation quand il parlait. C'était une année d'union. De justice ou je sais pas quoi, l'année où il y a eu la réforme des retraites, où il y a eu les émeutes, puis la loi immigration, on était assez stupéfait par ces mots qui étaient totalement à l'inverse de la réalité. Et puis aussi, si vous me permettez juste un petit mot par rapport à ces vœux avant de parler du remaniement, la question du réarmement. Alors déjà, la métaphore militaire, moi, me dérange beaucoup. Emmanuel Macron aime beaucoup les métaphores militaires. On se rappelle, pendant le Covid, ils surjouaient sur ce registre-là. Nous sommes en guerre contre le Covid. Et je dirais juste une chose sur ce registre-là. C'est vraiment un registre viriliste, totalement déjà hors de propos, et puis vraiment totalement daté. Et j'aimerais bien aussi que les politiques sortent de ces métaphores militaires, de ce registre très finalement presque désuet, mais encore une fois viriliste, masculiniste, presque où en gros finalement la politique est associée à la virilité, à la guerre, à tout ça. Et donc moi de ce point de vue-là, ça m'a heurté. Et puis d'autre part, il y a autre chose qui m'a heurté, c'est réarmement civique, avec
toute une logique très très réactionnaire derrière. Et là, ça répondait un peu à un de vos questionnements, Nadia, sur le fait est-ce qu'on va aller vers une logique de plus en plus droitière. Et je crains que ce soit le cas, avec notamment un projet, on lisait dans Le Monde là, ce matin, qu'apparemment un des projets à venir, là, ça va être un renforcement du SNU, du service national universel pour les jeunes, et l'uniforme scolaire. Donc il va y avoir une accélération sur ces sujets-là, avec l'idée il faut plus d'autorité à l'école, réarmement civique, on va remettre de l'ordre dans le pays, l'idée que finalement il y aura une décivilisation, c'était le mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron, qui pour moi est une sorte de clin d'œil au concept d'ensauvagement qui vient de l'extrême droite. Donc bref, un discours extrêmement réactionnaire, autoritaire, qui, je pense, annonce assez bien ce qui va se passer en 2024. Donc on pourrait avoir pire qu'Elisabeth Borne et son gouvernement. Donc on peut avoir pire qu'Elisabeth Borne, qui finalement est une des moins pires quand même de ce gouvernement. Avec, Madame 49.3, Madame Antidémocratie. 49.3, c'est vrai. Mais disons que c'est une des moins, on va dire, réactionnaires de ce gouvernement, avec d'autres. Je note juste une chose, c'est qu'il y a eu une démission après la loi immigration, donc Aurélien Rousseau, très courageux, il faut le dire, qui a dit non, là on va trop loin, on atteint à des principes tellement fondamentaux de la République que je ne peux pas rester dans ce gouvernement, ça heurte trop mes principes. Il a été courageux. Et que fait par exemple Clément Beaune, qui a été très très opposé à cette loi immigration, notamment sur sa forme du Sénat et de ce qui a été finalement adopté. Pourquoi ne démissionne-t-il pas? Et ça, c'est vraiment un manque de courage de sa part que je ne comprends pas. En tout cas, qui est tout à fait dommage, parce que en effet, quand il y a une telle rupture avec les principes républicains, des concepts qui viennent de l'extrême droite qui rentrent dans la loi française, on va pas revenir sur les débats sur la déchéance de nationalité, la préférence nationale, etc. Donc, il y aurait eu en tout cas des gens qui se prétendent humanistes qui auraient dû immédiatement démissionner après cette loi migration. Donc voilà. Et après sur le remaniement, finalement, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, parce que en fait, Emmanuel Macron, et je finis juste en un mot, est en situation de quasi-cohabitation en fait avec la droite aujourd'hui. Et c'est le grand paradoxe, c'est que la droite qui a fait à la présidentielle combien 5,7. Oui, enfin 5%, enfin je veux dire qui n'existait quasiment plus, se retrouve aujourd'hui avec un pouvoir démesuré, juste parce que Emmanuel Macron a besoin de la droite de LR pour gouverner, pour avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale. Ce qui est, d'un point de vue démocratique, ça pose d'énormes problèmes. C'est quand même très, très problématique. Et puis surtout, comme LR est devenu maintenant une succursale du Rassemblement national, je veux dire, plus rien ne les sépare. Et même sur certains points, LR est parfois plus radical. Donc, en tout cas, plus grand-chose ne les sépare. Et ben, ça nous annonce quoi? Que ça va être de plus en plus à droite, des mesures sociales de plus en plus injustes, et puis potentiellement, encore une fois, on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures réactionnaires sur le plan de la sécurité. Moi, je crois qu'on peut s'attendre au pire de ce point de vue-là, du point de vue des libertés publiques. Et puis, pourquoi pas sur l'immigration, on ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres initiatives. Voilà, donc je suis tout à fait inquiet. Je pense qu'on va vers une droitisation à l'excès, et un remaniement ou pas, finalement, que pour moi, ça ne changerait pas grand-chose à la politique qui va être menée. Tu es d'accord avec ce point de vue-là, peu importe finalement le remaniement ou pas, le problème finalement c'est Emmanuel Macron, c'est pas tant ses gouvernements. Oui, c'est que en fait ce qui s'est passé, c'est que dès les législatives, les analystes les plus fins, je dirais, de la scène politique ont bien vu qu'il n'y avait pas de majorité. Et vous avez eu une première séquence où la Macronie a fait bloc en disant c'est pas vrai, il n'y a pas de problème de majorité. L'opposition n'a rien fait, les progrès de la représentation parlementaire à gauche ou ailleurs à l'extrême droite n'existent pas, ça va être comme le premier quinquennat. Et il a fallu un certain nombre de batailles à l'intérieur de l'enceinte parlementaire pour montrer et pour encore une fois enlever l'épais nuage de fumée que la Macronie en permanence essaye de mettre sur son œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les prises de parole d'Emmanuel Macron sonnent comme une absolution des péchés de la Macronie et une espèce de confirmation que tout a été fait comme il fallait être fait, alors qu'on sait bien que c'est faux et qu'il a une pratique très orwellienne de la communication, quoi. Il dit quelque chose, il a fait l'inverse, et puis il essaye de tout flouter. Bon, et donc du coup, assez d'accord avec Mathieu sur l'idée que finalement, la question de cette résolution d'un nouveau gouvernement ou non, c'est la question de la résolution de cette crise de la majorité. Et donc, soit c'est un véritable accord politique, c'est-à-dire un accord avec la droite, et que du coup, il y a une possibilité de faire une forme de gouvernement qui ancre
cet accord, soit ça sera un remaniement qui n'aura pas vraiment d'intérêt, comme on a connu récemment, des remaniements techniques, où on a vu d'ailleurs que la capacité de la Macronie à attirer du personnel politique, comme c'était sa force, entre guillemets, à ses débuts, attirant, comme le disait Dati, des traîtres de droite et de gauche, ça me faisait rire quand elle disait ça, mais c'était assez vrai, n'existe plus. On a eu, soi-disant, nous avons eu Éric Dupond-Moretti comme le côté société civile un peu sexy, si vous me pardonnez l'expression, et de l'autre côté, des technocrates sans âme, dont Elisabeth Borne était sans doute la meilleure représentante. Et donc du coup, voilà, moi je crois qu'on va... J'en sais rien, encore une fois, je suis pas à l'Élysée, oh, grand Dieu. Mais je pense, en fait, je ne crois pas à la capacité de Macron à accepter vraiment un accord politique avec LR, ou même à la volonté des LR d'accepter. Ils ont plus un intérêt d'être effectivement une minorité de blocage qui peut se garantir un poids phénoménal, en fait. Soit, au bout d'un moment, rupture sur rupture, je parle de rupture de majorité, la tentation peut-être de dissoudre arrivera de nouveau. Elle avait déjà été évoquée plusieurs fois. Et puis, c'est dur, on ne dit pas dans l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir semble terrifiant. On est malheureusement d'accord sur ce point. Ce qui terrifie également, ce sont les propos qu'a tenus Luc Ferry, donc philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale. C'était sur CNews, on les a entendus tout à l'heure. Est-ce que ces propos vous surprennent de la part de Luc Ferry, vous, Mathieu Stama ? En fait, je vais vous surprendre. Je pense que Luc Ferry a raison. Et je vais vous dire pourquoi. Quand il dit que le RN est devenu... vous allez comprendre, évidemment. Est devenu de droite républicaine, etc. C'est que dans les faits, dans l'espace politique d'aujourd'hui, dans la manière dont ce parti est perçu, dans la manière dont les discussions se déroulent sur ce parti, dans la manière dont la fenêtre d'Overton a bougé, sur tout un tas de thématiques qui essaye d'imposer l'extrême droite dans le débat public depuis des années, il s'avère qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu acceptable, respectable, considéré comme tel. Considéré comme tel. Donc, en fait, on serait bien naïf d'être étonné par ces propos de Luc Ferry, qui est le représentant d'une droite libérale, somme toute assez classique, ancien ministre de Jacques Chirac, personnalité tout à fait installée, mais qui est tout à fait révélatrice de la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et il faut arrêter d'être naïf aussi aujourd'hui, à toujours, je ne dis pas ça pour vous, évidemment, on va être d'accord là-dessus, mais à toujours, pousser des cris d'orfraie dès qu'il y a ce type de propos, puisqu'en réalité, c'est le cas aujourd'hui. Donc pour vous, Marine Le Pen incarne une droite populaire et républicaine, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Luc Ferry quand il dit qu'elle n'est ni raciste et ni antisémite ? Mais moi, je suis en désaccord avec tout dans ce que dit Luc Ferry. Évidemment, sur le fond, que l'extrême droite reste toujours l'extrême droite, qu'elle est toujours aussi dangereuse et qu'elle a une stratégie de dédiabolisation qui est purement formelle et qui n'a absolument rien de fondamental, concret dans ses propositions, etc. Mais il faut être lucide sur le constat. C'est terminé. Cette bataille, je pense, est perdue. Le Rassemblement national, aujourd'hui, est quasiment un parti comme les autres, qui fait partie de l'arc républicain, qui a des sondages qui le présentent comme, peut-être pour les prochaines européennes, comme le premier parti de France. Je parle des européennes, avec plus de 30%. Une extrême droite qui ferait près de 40% si on prend tous les différents partis accumulés. Donc, la position de Luc Ferry est symptomatique de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et le problème, c'est que maintenant, comment on fait face à ça ? Quelle est la solution face à ça ? Puisque désormais, tenir des propos humanistes politiquement, on est vu comme un extrémiste quasiment. Je veux dire, dire qu'il faut des papiers, dire des choses comme qui étaient très très communes il y a 20-30 ans, dire il faut des papiers pour tous les sans-papiers, dire que il faut sauver les migrants en mer, dire que la logique sécuritaire est extrêmement liberticide. Enfin, on paraît quasiment pour un dingue aujourd'hui quand on défend des idées banales, humanistes, classiques. Donc ça montre bien à quel point le débat public a switché, comment
tout le débat public, et puis la France est en train de se droitiser, s'extrême droitiser, le repli sur soi général, qui d'ailleurs vaut pour la France et pour l'Europe entière, hein, puisque l'extrême droite, à part en Espagne et en Belgique, mais globalement l'extrême droite gagne du terrain dans à peu près tous les pays en Europe. Donc c'est un phénomène européen, pas seulement français. Mais donc les propos de Luc Ferry sont juste actes factuellement quelque chose qui est de plus en plus vrai dans la tête des gens. C'est intéressant que Luc Ferry prenne en exemple Jordan Bardella, qui est un peu la figure la figure parfaite de cette stratégie de dédiabolisation, c'est-à-dire il présente bien, extrêmement intelligent et très talentueux. Voilà, comme Gabriel Attal. Voilà, et on entend beaucoup ce discours-là. Hein. C'est pas que Luc Ferry qui dit ça. Sur Jordan Bardella, qui serait un peu le gendre idéal, qui serait bien comme il faut, pas un mot plus haut que l'autre. Gendre idéal de Marine Le Pen, par exemple. Oui, d'ailleurs, très juste. Et très bon sur les plateaux, très bon en débat, qui est jamais radical, etc. Alors qu'il vient quand même d'un des courants les plus radicaux du Rassemblement national, et qui, il y a encore, et je finis là-dessus, pardon, il y a encore quelques semaines, disait qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Donc les propos en fait de Luc Ferry, on va dire, s'inscrivent vraiment dans l'idéologie de Patrick Buisson, qui consiste à décomplexer la droite, à unir toutes les droites, de la droite extrême à la droite, on va dire, traditionnelle. Et pourtant, on a vu que cette stratégie ne fonctionnait pas forcément. Il a été reproché à Patrick Buisson d'avoir causé la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande en 2012. Donc, pourquoi continuer à dédiaboliser et à décomplexer cette extrême droite ? Disons que ça a pu échouer à cette époque-là, mais enfin, à l'époque, déjà, il faut regarder électoralement, mais ça a pu fonctionner à certains moments. Hein. Le seul candidat de droite qui a réussi à faire reculer, entre guillemets, le Rassemblement national, c'est-à-dire en fait lui voler des électeurs, c'était Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, en 2017, le Rassemblement national récupère extrêmement vite et rapidement un électorat un peu, disons, plus populaire qui s'était porté sur LR, et il l'a récupéré pour le conserver. Et c'est ça qui fait la force du socle électoral. Mathieu, vous évoquiez les européennes, et c'est ça qui est curieux, parce que c'est un endroit où les classes populaires ont tendance à moins voter, mais enfin, de manière générale, quand on regarde présidentielle après présidentielle, l'ancrage est fort, et notamment chez les classes populaires de droite qui ont toujours existé. Donc, est-ce que la question, c'est pas ça a échoué par le passé, parce que, justement, un certain nombre de réflexes dit républicain à l'époque, même si aujourd'hui le signifiant républicain n'a plus de sens, fonctionnait encore, et que là, aujourd'hui, la question de cette maturité idéologique réactionnaire le permet. Ce que je remarque, c'est qu'on parle beaucoup de la stratégie de dédiabolisation. Je trouve qu'en fait, souvent, on l'attribue au Rassemblement national, mais est-ce vraiment sûr que ce soit de si grands stratèges ? Bon, Marine Le Pen, effectivement, a eu comme principale attitude de ne pas parler. Je veux dire, elle n'a rien dit pendant les Gilets jaunes, elle dit rien, et comme ça, elle ne peut pas dire d'erreur. C'est pas non plus un truc de stratège incroyable. Le Rassemblement national a essayé de se débarrasser, en gros, des nazillons, des néo-nazis, etc. Mais régulièrement, on a des affaires qui soulèvent que leurs liens sont quand même effectifs et réguliers, donc ils n'ont pas vraiment réussi à se débarrasser de ça. Non, la question, c'est que cette stratégie de la dédiabolisation, elle est surtout réussie grâce à l'effort systématique des gens au pouvoir de lui donner des brevets de respectabilité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans cette question de la dédiabolisation, c'est que la pratique du pouvoir ancre des attitudes et des possibilités politiques très fortes dans le pays. Parce que c'est le pouvoir qui imprime aussi sa marque, qui imprime un agenda, qui déclare qu'est-ce qui est l'actualité ou ne l'est pas. Mais sur Luc Ferry, je voudrais revenir quand même si j'avoue que commenter les divagations d'un philosophe de comptoir est quand même rarement intéressant. Ce qui est intéressant à ce propos, c'est plutôt le fait que, à mon avis, c'est pas simplement un constat. Mathieu, vous avez voulu voir ça comme un constat une réalité qui s'impose. C'est peut-être pas faux, mais je pense qu'il y a une sorte d'adhésion, en fait, de sa part à cette idée. Quand il dit elle n'est pas antisémite, elle n'est pas raciste. Et pourquoi ? Mais parce que, justement, qui représente mieux cette droite des assis, comme dirait Baudelaire, vous savez, les gens qui sont bien confortablement ancrés dans leur situation personnelle, dans la bourgeoisie, pour utiliser un vieux terme marxisant, et qui finalement ne sont plus ou ne peuvent plus assurer le rôle de boussole morale dans cette société, parce que eux-mêmes
sont des porteurs de la réaction. Eux-mêmes ont accepté systématiquement. Il a été ministre de Chirac, mais enfin après il a été pote avec Sarkozy. Et Sarkozy, il avait déjà eu des propos qui étaient clairement racistes. Et au fur et à mesure, on s'est aussi habitué à un certain nombre d'expressions où la direction intellectuelle et morale de la société est en train d'être capturée par des fausses expressions, des espèces, encore une fois, d'enfumage que j'évoquais tout à l'heure. Quand on dit reconduite à la frontière, en fait, le mot qu'on cherche, c'est expulsion. Okay, ou jeter des gens dans un pays qui potentiellement est en guerre maintenant qu'on le fait sans problème, par exemple pour des Afghans. Quand on utilise tous ces termes, ces espèces de paraphrases, ces espèces de litotes pour ne pas regarder à quel point notre société est une société qui fait des choix anti-humanistes ou même inhumains, on peut le dire quand il s'agit de la situation des migrants. Et ben voilà, on ancre cette possibilité de concevoir comme républicain la proposition de Rassemblement national. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en fait, en face, pour que la gauche réagisse, il est extrêmement difficile pour la gauche, qui est dans une situation où tout le monde l'accuse d'être extrémiste et radical, d'expliquer que finalement, le problème, c'est plus seulement le Rassemblement national, mais que ce sont tous les gens qui, avec eux, pensent la même chose. Moi, je le dis très clairement, ça ne me pose pas de problème de dire je pense qu'il faut foutre dehors les macronistes, LR et le Rassemblement national. Le problème, c'est qu'ils représentent une part massive de l'électorat, ils représentent une réaction très fortement arrimée, d'autant plus qu'elle a toutes ces nuances sur lesquelles elle peut jouer pour choisir le moment opportun qui sera le meilleur candidat pour les représenter. Encore une fois, moi je dis, après le macronisme, on va voir qui va reprendre la tête de ce camp social. Est-ce que c'est un Édouard Philippe qui pourrait recomposer et rejouer son lien avec les LR? Est-ce que ça sera un Darmanin? Peu importe, mais ils pourront choisir plein de figures de proue parce que de toute manière, le magma de cette maturation et alignement idéologique est prêt. Donc, moi, je pense que c'est ça le problème. C'est que, puisque le pouvoir agit dans ce sens, la difficulté, c'est comment trouver les moyens de désigner l'ennemi pour ce qu'il est, à savoir des réactionnaires racistes, et de pouvoir montrer qu'il ne s'agit plus simplement de l'extrême droite, mais que la droite s'est radicalisée à l'extrême droite, que la droite dite libérale est devenue de la droite... Enfin, je ne sais même pas la formule pour le dire, là. Tous 50 nuances de réactionnaires, 50 nuances de gens qu'il faut combattre. Voilà, c'est tout. Emmanuel Macron aura républicanisé, entre guillemets, dans le débat public, des choses qui sont anti-républicaines. Et en effet, ça, devant l'histoire, c'est peut-être ça qu'on retiendra d'Emmanuel Macron. Et c'était l'inverse de ce pourquoi il avait été élu. On va conclure l'émission, messieurs, avec l'actualité internationale. Le 2 janvier dernier, Israël a frappé Beyrouth, capitale du Liban, pour la première fois depuis 2006. Un drone israélien a fait exploser tout un périmètre situé dans la banlieue sud de Beyrouth, inconnu pour être un fief du Hezbollah et du Hamas. Au moins 6 personnes ont été tuées dans cette frappe, dont Saleh El-Harouri, un dirigeant du Hamas. Alors, il était l'un des principaux négociateurs du dossier libération des otages détenus par le Hamas. Une agression militaire assumée et même planifiée par Tsahal, dont le porte-parole déclarait ceci en décembre dernier. Au niveau de la frontière nord, il y a, je dirais, une gestion de cette crise sécuritaire, une sorte de joute entre le Hezbollah et Tsahal, avec des lignes à ne pas dépasser, en tout cas. Si le Hezbollah dépasse ces lignes, c'est le Liban tout entier qui est en danger. Et comme l'ont dit le chef d'état-major de l'armée israélienne et également le ministre de la Défense, ce qui se passe à Gaza peut également arriver à Beyrouth. Israël ne veut pas cela. Donc il faudrait que le Hezbollah retourne au nord du fleuve Litani, c'est-à-dire selon la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a été adoptée en 2006 après la Seconde Guerre du Liban. Et donc il y a aujourd'hui, comme vous le savez, un balai diplomatique avec les Américains et les Français dans la région pour essayer de faire pression sur le Hezbollah et le Liban pour empêcher cette escalade. Donc là, on a un État, Israël, qui vient de bombarder la capitale d'un pays voisin qui n'est pas en guerre. Il s'agit donc d'une agression militaire sur le sol d'un pays non belligérant. C'est clairement une déclaration de guerre. Est-ce que c'est ce que veut Israël, faire de la région vraiment une zone de guerre et justement réaliser ce vœu messianique du grand Israël? Comment vous analysez ça, messieurs?
Bon, déjà, il faut se dire que en fait, c'est pas très nouveau. Je veux dire, l'État d'Israël, c'est toujours permis de bombarder des puissances étrangères dans la région. Ils ont bombardé régulièrement l'Iran, ils ont bombardé également la Syrie avec des frappes à Damas sur les aéroports dans lesquels ils disent avoir ciblé des troupes qui envoyaient des roquettes sur le territoire israélien, ou en tout cas dans le Golan occupé. Ils ont également systématiquement frappé des dirigeants du mouvement national palestinien, quelle que soit la couleur des factions, et dans différents pays du monde. Vous avez des dirigeants du Hamas qui ont été systématiquement exécutés, mais également des dirigeants de l'OLP qui avaient été tués en Tunisie, par exemple, dans les années 80, j'ai plus la date exacte, ça doit être 83, 84. Vous avez des dirigeants communistes du mouvement comme Abou Ali Mustafa, qui était le dirigeant du FPLP, qui a été assassiné également. Donc, je dirais, ils se permettent ça, et on est dans une situation où en fait ils savent très bien qu'ils ont les moyens de cette action-là, parce que d'abord ils sont sous la protection des États-Unis, qui a très clairement fait comprendre aux acteurs non étatiques de la région que se confronter trop massivement avec Israël sous la forme d'une guerre ouverte les ferait intervenir en sa faveur encore plus activement. On se rappelle que le 3 novembre dernier, Hassan Nasrallah, le secrétaire, je sais pas le titre, du Hezbollah, avait fait un discours pareil, où il avait dit, en gros, en quelques mots, qu'ils avaient envoyé des troupes à la frontière du Liban, que c'était pour empêcher Israël d'envoyer l'ensemble de ses troupes sur Gaza, et que s'il n'avait pas fait, il y aurait encore plus de soldats israéliens à Gaza. Et là, 3 janvier, donc 3 après, il refait un discours qui est un peu la même. Il avait dit, si vous frappez Beyrouth, ce sera un acte grave. Et puis là, il a dit, il y aura des conséquences, mais que le Hezbollah n'est pas dans une situation où il puisse assumer une guerre ouverte. Ce serait quelque chose qui aurait de graves conséquences, parce que le Hezbollah, c'est 10 fois le budget militaire du Hamas, c'est une véritable armée qui a l'expérience désormais de la guerre en Syrie, parce que le Hezbollah a fait le sale boulot du régime de Bachar en Syrie, et c'est quelque chose de massif. Donc oui, escalade, en tout cas démonstration de force de l'État colonial israélien, qui montre qu'ils peuvent frapper dans Beyrouth, qui peuvent assassiner donc Saleh al-Arouri, qui était, on va dire, l'agent de liaison avec Téhéran, il faut se le dire. C'était le numéro 2 du bureau politique du Hamas, qui était en lien le plus avec les Pasdaran, qui sont les gardiens de la révolution iranienne, qui sont donc les forces d'opération extérieures de la projection de la puissance iranienne à l'extérieur. Parce que dans la géostratégie, la projection de la puissance est toujours l'expression d'une capacité à jouer dans les relations internationales, et que les pays qui ne projettent pas leur puissance ont régulièrement du mal à s'imposer, et que là, depuis une dizaine d'années, l'Iran est dans la projection de sa puissance via des proxys. Bref, tout ça pour dire que la situation reste la même, au sens de le désastre à Gaza est de pire en pire. Oui, plus de 30 000 morts. Plus de 30 000 morts. Aujourd'hui, les possibilités d'épidémie, de famine, c'est-à-dire les conséquences humanitaires, en plus de la destruction totale de la ville, sont dramatiques. Deuxièmement, la question de l'impunité. L'impunité de l'État colonial israélien est ce qui crée la difficulté. Puisque de toute manière, aucune sanction n'est appliquée. Je crois que dans le champ politique français, il n'y a que Mathilde Panot, en gros la France insoumise, qui a condamné cet attentat et qui a appelé à des sanctions fermes contre Israël. En tout cas, l'appel à des sanctions, il me semble, effectivement. Et donc, du coup, je crois que la France va prendre la direction des affaires du Conseil de sécurité là, pendant une période de 6 mois. On sera clairement responsable, encore une fois, de l'inaction, de l'incapacité à prendre des mesures de sanctions contre l'État d'Israël. Et donc, du coup, la situation est même désastre pour les Palestiniens, impunité pour Israël, et entre contagion et escalade au sein de la région, ce qui va juste continuer d'être un élément déstabilisateur pour la région, où chacun des acteurs régionaux va être capable d'instrumentaliser à son compte la situation. Et je pense que l'histoire de cette région, que j'ai beaucoup étudiée, nous rappelle une chose, c'est que dans le cas d'États faillis et de situations de semi-conflits larvés et qui durent, les populations locales sont les premières victimes de cet état de fait. Et deuxièmement, ensuite, c'est là que, si j'ose le dire comme ça, naissent les monstres. Il n'y a pas Daesh sans la destruction de l'État irakien. Il n'y a pas un certain nombre de groupes aujourd'hui qui agissent dans le Sinaï sans la destruction de la Libye, etc., etc. Donc voilà, la situation est dramatique. Je ne sais pas
comment ça va évoluer, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Et le problème principal, c'est l'impunité d'Israël dans son droit donné par la communauté internationale à détruire le peuple palestinien, voire à s'attaquer à tous ses voisins de façon impunie. Mathieu, alors peut-être, il y a eu rappeler qu'il y a eu cette frappe israélienne à Beyrouth le 2 janvier. Et hier, il y a eu également une double explosion qui a fait plus de 84 morts en Iran, près de la tombe du général Soleimani, assassiné par les États-Unis il y a 4 ans. Les États-Unis ne revendiquent pas cet attentat. Israël ne l'a pas commenté non plus. Mais est-ce que vous, Mathieu, vous faites un lien entre cette frappe et cet attentat? C'est trop tôt de le dire. Non, moi, je ne sais pas. Là, je ne m'aventurerai pas du tout là-dedans. Moi, je voudrais revenir. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, et après, je vais faire le lien avec ça. Donc, il y a quelques jours, il y a 2 ministres israéliens qui sont 2 des ministres les plus radicaux, qui représentent un peu l'extrême droite la plus radicale au sein du gouvernement Netanyahou, qui ont appelé à l'émigration de la population de Gaza, ou en tout cas à faciliter les possibilités d'émigration pour les Gazaouis. L'expulsion, on peut dire, le déplacement forcé. Exactement, c'est ça que ça veut dire, de facto. En tout cas, c'est le début de potentiellement ça. Et qui ont également appelé au rétablissement de colonies à Gaza et à son occupation terrestre. Bon, donc ça, c'était il y a quelques jours. La France, heureusement, pour le coup, a condamné officiellement, ouvertement ces propos. Ça, il faut quand même le reconnaître. La ministre des Affaires étrangères, voilà. C'est ça. Exactement. Exactement, Nadia. Et donc là, on a encore une fois l'illustration d'une sorte de dérive qui semble n'avoir aucune fin. La question centrale aujourd'hui, c'est jusqu'où tout ça va aller. Le jusqu'au-boutisme israélien dans sa vengeance après le 7 octobre, elle va aboutir à quoi? Est-ce que l'idée, c'est de raser tout Gaza? L'idée, c'est de faire partir le plus de personnes possible de Gaza? L'idée, c'est... et au fond, quelle va être l'issue finale de cette guerre? Et c'est la question que sont en train de se poser tout le monde autour de ce conflit, quelle que soit sa position d'ailleurs, et que je crois sont en train de se poser de plus en plus les pays occidentaux soutien d'Israël, avec des inquiétudes de plus en plus fortes par rapport à jusqu'où tout ça va aller. Parce que la question de l'éradication du Hamas, Emmanuel Macron lui-même avait dit que qu'est-ce que ça veut dire, l'éradication du Hamas? Ça veut rien dire. On n'éradique pas déjà une idéologie, et puis surtout avec une vengeance aussi destructrice, aussi violente, aussi sanglante, on ne peut que, comme le disait Paul, là pour le coup on est d'accord, on ne peut qu'alimenter le monstre, alimenter les monstres, créer encore plus de ressentiment, et évidemment le Hamas recrute à chaque bombe qui fait des victimes civiles à Gaza, le Hamas recrute, et c'est ça aussi la question qui se pose. Et la deuxième chose, très rapidement, c'est que cette frappe-là, alors moi je ne pleure pas du tout cette personne, ce numéro 2 du Hamas qui est mort, je veux dire vraiment... Non, mais en bon respect du droit international... Alors, j'y viens. Donc moi, personnellement, je ne pleure pas du tout sa mort, c'est pas ça que je veux dire. Mais en revanche, le droit international, c'est fondamental. Et c'est quelque chose qu'on a... vous savez, les frappes pour tuer tel terroriste chez un pays qui n'est pas belligérant, donc d'un point de vue extraterritorial, etc., c'est complètement contraire au droit international. Et pourtant, on a l'impression, à écouter certains, que c'est normal et que la fin justifie les moyens et que pour exécuter un terroriste aussi dangereux que celui-là en particulier, à mon sens, tous les moyens sont bons. Et donc ça, c'est évidemment très dangereux du point de vue de la logique, je veux dire, par rapport au droit international. Déjà, c'est très problématique. Et ensuite, ça nous dit aussi quelque chose sur... jusqu'où un pays est prêt à aller, encore une fois, dans son sentiment de vengeance. Moi, vous savez, je lis beaucoup le journal Haaretz, qui représente un peu ce qui reste de la gauche israélienne. C'est encore un peu une gauche israélienne aujourd'hui, et qui pose beaucoup cette question-là. C'est-à-dire, Israël est peut-être en train de perdre beaucoup plus dans ce qui est en train d'être fait là, que ce qu'elle croit gagner, ce que le pays croit gagner. Et par ailleurs, les familles des otages sont extrêmement inquiètes
après cette frappe, cet assassinat, parce que forcément cet assassinat met en danger des otages en parallèle, et ça aussi il faut essayer de dire. Et puis il y a aussi des voix humanistes qui se disent en Israël, qui se disent on est complètement en train de perdre notre âme dans cette histoire, et on est en train de, comme tous les pays, il me semble pas que Israël soit un pays comme les autres, c'est un État colonial qui s'est produit sur le nettoyage ethnique. C'est un État qui est devenu colonial, c'est pas un État colonial au départ. Et ce que je veux dire, c'est que au fond, c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Et Netanyahou est dans une logique jusqu'au boutiste où on ne sait pas, on ne voit pas vraiment la fin et potentiellement des conséquences désastreuses, évidemment pour les Palestiniens. Ça, c'est la première chose à dire, mais peut-être aussi pour Israël. Mais en tout cas, sur la question du recrutement, juste quand des noms sont donnés comme ça, on ne sait pas qui sont ces gens. Saleh Al-Arouri, si on regarde son parcours, et on a le parcours qui est le même que l'ensemble des dirigeants ensuite des organisations palestiniennes. C'est dans les années 80, c'est un étudiant. Il fait ses études à l'université islamique de Al-Khalil, Hébron. Il est à ce moment-là le responsable du mouvement de jeunesse des frères musulmans qui va très vite devenir dès 86 le Hamas. Il va ensuite faire 2 ans de prison préventive du fait de ses activités politiques sans aucun procès. Et puis ensuite, en raison de son rôle de leadership à l'intérieur du Hamas, il va faire 15 ans de prison. Il va sortir en 2007, il va partir en exil. Et vous voyez, le problème, c'est ça. Ces gens-là ne reçoivent aucune leçon ensuite de la part du monde occidental ou ce que vous voulez, parce que leur vie est marquée par la répression et la destruction. Vous ne pleurez pas sa vie. Moi non plus, je ne suis pas mon ami. Je ne suis pas un ami du Hamas. Je remarque systématiquement que la privation de leurs droits, la création d'une condition de vie qui est un enfer, en fait, fait que, de toute manière, les capacités de recrutement et les capacités de ces organisations à se recomposer vont continuer. Et en fait, c'est ça qu'on croit. On dit le Hamas, c'est facile parce qu'ils sont islamistes, on peut voir et mettre terroristes dessus. Enfin, on faisait déjà ça pour Arafat. Et ce que j'observe dans la région, c'est que systématiquement... Mais Arafat était très critique du Hamas. Bien sûr. Arafat est qualifié de terroriste. Mais il était qualifié de terroriste. Et ce que je veux dire juste, c'est que Arafat qualifiait le Hamas de terroriste. Oui, et les gens qualifiaient Arafat de terroriste jusqu'à ce qu'ils disent... jusqu'à ce qu'il renonce lui-même ouvertement. Mais enfin, quand il a dit qu'il renonçait, il a dit cette phrase, il a dit « Je viens avec le rameau de l'olivier dans une main et le fusil du combattant dans l'autre. Ne faites pas tomber le rameau d'olivier de ma main. » Et il l'a répété 4 fois dans l'enceinte de l'Assemblée de l'ONU qui l'accueillait à l'époque, qui n'était pas à New York d'ailleurs pour l'occasion. Et le rameau d'olivier est tombé, il a été brûlé, incinéré, il a disparu. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est juste, peu importe, en fait, ce que l'on comprend pas, c'est que peu importe la couleur actuelle du leadership palestinien. Dans toute la région, vous avez eu d'abord le panarabisme, et puis vous avez eu ensuite la parenthèse marxiste des années 70, et puis vous avez eu ensuite, depuis 79 et la révolution iranienne, une couleur islamiste à l'organisation palestinienne. La vraie question, c'est qu'il faut encore une fois comprendre que oui, la cause palestinienne, quelle que soit la façon dont elle est organisée, qu'elle soit pacifiste avec mouvement de boycott ou qu'elle soit armée avec les organisations palestiniennes, a fait la démonstration qu'elle a une légitimité auprès du peuple palestinien. Et tant que les Palestiniens n'auront pas l'impression que leurs droits sont respectés et leur droit à être une nation est respecté, il n'y aura pas de sortie. Et donc vous disiez, est-ce que Israël va perdre plus ? Oui, si j'ose dire, plus que leur âme. En tout cas, je pense qu'ils ont assuré le fait que pendant les 10 prochaines années, voire les 15 prochaines années, il n'y aura aucune sécurité dans tout le pays. Ça, c'est sûr que Netanyahou a permis ça. Au-delà du pays et même dans la région, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, celui qui promettait dès le mois d'octobre de tout éliminer à Gaza, a déclaré en début de semaine dernière « Nous sommes dans une guerre à plusieurs fronts. Nous sommes attaqués sur 7 fronts, Gaza, le Liban, la Syrie, la Judée et la Samarie. » Donc le nom donné à la Cisjordanie par des sionistes. L'Irak, le Yémen et l'Iran. Donc on voit bien aujourd'hui qu'Israël ne mène pas de guerre contre le Hamas, pas seulement contre la Palestine, mais contre toute la région.
En tout cas, l'inquiétude, c'est en effet que ce qui se passe aujourd'hui, il y ait une réaction en chaîne et qu'on se retrouve avec potentiellement une guerre régionale, avec potentiellement le Hezbollah qui rentre en jeu. Même international, parce que les États-Unis interviendraient. Évidemment, l'Iran qui est évidemment derrière et qui potentiellement serait également impliqué. Donc là, évidemment, ce serait une catastrophe absolue pour tout le monde. Et ça, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que veut Netanyahou ? Quel est son but de guerre ? Est-ce qu'il veut réellement juste en finir, entre guillemets, avec la question du Hamas, mais encore une fois, à quel prix mais on voit très bien qu'il veut profiter de sa réplique pour reprendre la main sur les colonies, continuer la colonisation en Cisjordanie. Et puis à Gaza, il est clair maintenant qu'il y a des intentions qui sont extrêmement graves et dangereuses. Et donc, la question, c'est oui, jusqu'où il est prêt à aller. Et la question aussi, c'est jusqu'où la société israélienne est prête à aller. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'Israéliens qui considèrent qu'il faut être dans une réplique très dure après le 7 octobre, qui a été un tel traumatisme pour la société israélienne. Ça a été quand même quelque chose qui restera dans l'histoire de ce pays, qui était sans précédent dans son histoire. Donc ça a été un tel traumatisme qu'aujourd'hui, il y a dans une partie de la société israélienne, une majorité, en tout cas une grande partie, un désir de vengeance qui potentiellement n'a pas de limite. Et donc Netanyahou a aussi ça en tête dans sa réponse politique. Et à côté de ça, il y a tous les fondamentalistes religieux, les extrémistes, l'extrême droite israélienne, qui veut profiter de tout ça pour grappiller encore plus de terrain dans les colonies et puis régler, entre guillemets, comme certains le disent, la question de Gaza. Merci, messieurs, pour vos précieux éclairages et merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. J'aurais même peut-être dû commencer par là. Un grand merci pour votre grande générosité, votre grande contribution. On a atteint près de 150 000 € en décembre dernier. Donc, c'était au-delà de nos espérances. Merci infiniment de votre soutien. Vous continuez à regarder nos programmes sur la chaîne YouTube, sur notre site internet également, sur le canal 350 de la Box. Et le lien pour nous soutenir, comme toujours, lemediatv.fr/soutien. À très bientôt.